Donc, merci à tous d'être là pour ce petit déjeuner de l'AFQP Aura sur le thème des achats responsables. Et surtout, merci à Anne-Sophie Faucon du groupe Air Liquide qui a accepté de préparer ce petit déjeuner sur ce thème. J'ai vu la présentation, donc il y a un gros travail. Donc, pour tout ça, Anne-Sophie, merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, l'association AFQP organise des petits déjeuners tous les premiers mardis de chaque mois de 9 h à 10 h sur des thèmes qui sont sur les 3 sphères de la RSE. Ça peut être l'économique, le social, le sociétal ou l'environnemental. Donc, aujourd'hui, on a choisi ce beau thème des achats responsables. Anne-Sophie, je vous laisse la parole parce que je pense qu'on aura bien besoin d'1 heure pour faire le tour de ce sujet. Merci Valérie, bonjour à tous. Ce que je propose, c'est que je vais me présenter rapidement, puis après je vais basculer sur la présentation. Donc Anne-Sophie Faucon, je suis directrice achat chez Air Liquide dans la BU Aéronautique et Défense. Voilà, donc pas tout à fait sur le secteur du gaz. Et on fabrique des équipements comme des cagoules pour le personnel navigant, où on équipe les pilotes de chasse pour tout ce qui est appareil de respiration. Et je suis du côté de Grenoble. Voilà. Donc, je suis très contente de vous partager un petit peu mon retour d'expérience sur les achats responsables. Merci Valérie pour m'avoir invitée. Et je répondrai effectivement à vos questions plutôt en fin de séance. Je crois que c'est votre habitude. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les noter. Et je vais essayer de dérouler dans un ordre logique et de vous partager un petit peu tout ça. Alors, je vais partager, je vais mettre en diaporama. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous tous? Oui? Ok. Voilà. Donc, je voulais aborder le thème un peu des achats responsables, effet de mode ou démarche engagée créatrice de valeur. On va voir qu'il faut plutôt être sur la deuxième partie. C'est une démarche qui est vraiment réelle, concrète et qui est en place dans beaucoup d'entreprises, qui est aussi en place également chez vous peut-être. L'agenda que je vous propose pour ce matin, c'était en 4 points. Donc, c'était de réaliser un état des lieux de la politique achat responsable, l'importance de trouver un sponsor pour cette démarche, mais pas uniquement un sponsor, mais aussi des relais dans l'entreprise qui ne seront pas forcément juste au niveau des achats, mais au niveau des autres métiers, pour que du coup la mayonnaise prenne et que ce soit pérenne dans le temps. Je voulais vous partager aussi les démarches que j'ai initiées, des démarches court terme et des démarches qui vont prendre un petit peu plus de temps. Et puis, la façon d'impliquer les parties prenantes. Alors, juste pour compléter un petit peu cet agenda, nous, chez Air Liquide, vous verrez qu'on a démarré depuis un certain temps, mais dans la BU dans laquelle je travaille, on a démarré vraiment l'été dernier. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de recul, mais on a déjà initié des choses qui peut-être pourront vous servir dans vos entreprises. Donc, d'abord, l'état des lieux, poser un diagnostic et une feuille de route. Donc, l'idée, c'était de réaliser du coup un diagnostic, de partir du contexte réglementaire au niveau de la décarbonation. Chez Air Liquide, on a une stratégie en 4 étapes que je vais vous présenter juste après. On est en train de travailler en étape 2 sur un plan d'action de rémission des émissions gaz à effet de serre. Et puis après, du coup, on a des objectifs de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, le collège de direction s'est réuni. Donc, nous, on a en termes de contraintes réglementaires, donc ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour toutes les entreprises. On doit publier notre bilan gaz à effet de serre qui comprennent du coup les scopes 1, 2 et 3. Donc, scope 1, 2 et 3, ça va être tout ce qui va être transport, énergie, déplacement professionnel, déplacement domicile-travail, achat de produits. Voilà. Et nous, au niveau des achats, on va plutôt travailler sur le scope 3. Et donc, cette publication du bilan, il doit être mis à jour tous les 4 ans. Air Liquide a pris des engagements de réduction. Donc, en 2025, on a un plan qui s'appelle Advance, qui est notre feuille de route pour 2020-2025, où on s'est engagé à réduire nos émissions scope 1 et 2 de 30% d'ici 2025, de 33% d'ici 2035, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Sur le scope 3, c'est plus difficile parce que ça touche aux collaborateurs, par exemple tout ce qui est déplacement domicile-travail.
Là, on ne peut pas prendre d'engagement, on peut être incitatif, proposer des solutions type mobilité douce, par exemple, ou covoiturage, si on prend les déplacements, mais on n'a pas aujourd'hui d'objectifs chiffrés. Par contre, ce qui est très spécifique chez Air Liquide et peut-être chez vous, de plus en plus de clients nous demandent nos bilans carbone, quels sont nos objectifs de réduction, est-ce qu'on a bien une feuille de route. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine sensibilisation qu'on remarque depuis quelques années. Voilà, donc ça, ce sont les différentes étapes dont je vous ai parlé. Donc, ce qui s'est passé au niveau du collège de direction, c'était de présenter le bilan carbone. Il y a eu des ateliers qui ont été proposés. Donc, on retrouve les domaines, puis après des réunions pour prioriser les actions, parce qu'il y a eu un très gros brainstorming, et je vous montrerai uniquement celui des achats. Une validation de ces actions, et puis après un déploiement qui se fait du coup sur tous les sites d'Air Liquide. Et nous, sur Sassenage, on est 4 business units. Donc, en BU, on a réfléchi à des idées pour 2023, 2024 et 2025. Donc, les 7 domaines, on les retrouve. Donc, l'énergie, les achats, déplacement professionnel, déplacement domicile-travail, le fret, tout ce qui va être transport, routier, maritime, aérien, la gestion de nos déchets et puis toute la partie numérique. Moi, je vais mettre plutôt l'accent sur la partie des achats. Donc, une fois qu'on a identifié qu'on veut aller dans une démarche d'achat responsable, c'est de trouver un sponsor et des relais, de reconnaître cette démarche parce qu'elle ne peut pas être portée uniquement au niveau de la direction des achats et il va falloir trouver des acteurs un peu partout. Du coup, plusieurs sponsors possibles. Donc, l'idéal, c'est quand c'est le directeur général, le patron d'entreprise, quel sponsor, quelqu'un qui croit et qui, du coup, va inculquer de l'énergie, des idées, être fédérateur. Ça peut être aussi un directeur RSE. Donc, en général, il y a une core team avec directeur général, RSE, parfois des relais en BU. Chez Air Liquide, par exemple, le siège est à Paris et on a une personne qui travaille sur les achats responsables qui est venue sur Alat à Sassenage pour faire un atelier de 2 heures pour expliquer, sensibiliser et lancer un petit peu des graines pour que ça prenne et que avoir des relais en BU. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, dans notre cas, dans la BU dans laquelle je travaille, moi, je suis sponsor. Donc, c'est plus facile pour porter la démarche. Et puis, j'ai des relais dans l'équipe achat. J'ai des relais avec la responsable RSE et puis le patron de la BU qui lui aussi travaille avec le collège de direction et qui peut donner des idées et à qui je peux faire part de mes projets, de mes difficultés. Donc, c'est une communication permanente entre la direction générale et puis les business units. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir un sponsor qui est engagé, même à titre personnel, qui y croit. Sinon, la démarche va capoter et ce sera difficile de retrouver ensuite l'énergie, la volonté et de recréer cette dynamique qui est nécessaire. Mais on n'a qu'une chance pour embarquer un petit peu toute la BU. Dans la BU, on est 220 personnes. Donc, pour embarquer les 220 personnes, il faut bien préparer. Donc, je voulais vous parler maintenant un petit peu des initiatives qu'on a lancées. Après, il y en a sûrement d'autres qui existent, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place avec les fournisseurs et puis avec nos partenaires. La première action, ça a été de réaliser une enquête auprès de nos fournisseurs stratégiques. En fait, quand je suis arrivée en juin 2021 chez Air Liquide et je voulais organiser un Supplier Day. Donc, c'était rassembler nos principaux fournisseurs pour passer une journée avec eux et les faire réfléchir ensemble. Et la dernière avait eu lieu 10 ans auparavant. On venait de changer de bâtiment, le site de production était tout neuf. C'était vraiment l'occasion de les rassembler et de créer un événement pour eux. Donc, pour cet événement, on avait travaillé sur une enquête autour de 5 thèmes pour avoir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses de notre business unit. Donc, il y avait un thème sur la relation entre Air Liquide, BU et puis nous.
Est-ce qu'on communique bien? Est-ce qu'on explique nos choix? Est-ce qu'on explique nos refus? Voilà. Il y avait des questions sur est-ce qu'on prend en compte les remarques de nos fournisseurs? Après, il y avait une autre question, c'était sur le procure to pay. Est-ce que nos commandes sont claires? Est-ce qu'on donne des forecasts précis? Est-ce qu'on paye nos fournisseurs dans les délais? Donc ça, c'était un autre atelier. Il y avait un atelier sur la co-conception et le co-développement que je ne vais pas aborder ici, mais dans les achats responsables, en partant de la co-conception avec les fournisseurs, on peut trouver des solutions pour réduire le poids ou prendre une matière différente, voilà, ou pour avoir un produit plus environment friendly. Donc ça, c'est une question qu'on avait posée aussi aux fournisseurs. Il y avait une question qui était sur l'amélioration de la performance ensemble. Donc, nos fournisseurs, on attend qu'ils livrent le bon produit dans les délais et sans défaut. Voilà, donc c'était ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, vous devez connaître ça aussi. Du coup, il y avait des réflexions sur comment améliorer la performance globale pour améliorer finalement le taux de service auprès de nos clients finaux, qui sont des compagnies d'aviation, type Boeing, Airbus, ou des clients comme Dassault, par exemple. Et puis, le dernier thème était sur les achats responsables. En fait, je voulais savoir, est-ce que nos fournisseurs étaient au courant de ce qui se passait chez Air Liquide, de ce qui se passait dans notre BU. Ça, c'était déjà, donc, est-ce qu'on communique suffisamment sur ce que l'on fait? Mais j'étais surtout intéressée pour savoir, les fournisseurs ont entamé des démarches, probablement sur les achats RSE. L'idée, c'était d'avoir du partage d'expérience, voilà, de créer des choses avec eux. Et du coup, cette enquête, je vais vous montrer après un extrait, nous a appris pas mal de choses et a donné lieu, du coup, donc à ce Supplier Day et puis après à des tables rondes lors du Supplier Day, puisque dans cette enquête, on a identifié des points d'amélioration avec les fournisseurs. Et du coup, les fournisseurs ont choisi de s'inscrire à un des 4 ateliers. Il y avait un atelier sur les achats responsables. Et du coup, il y a des fournisseurs qui nous ont dit présenter ce qu'ils faisaient, leurs difficultés, leurs succès. Et donc, c'était 1 heure d'échange qui a permis après de donner des idées qu'on est en train de mettre en place avec eux en 2023. Donc ça, je vais vous en parler après. Au niveau des validations, le petit point 4, c'est la validation des propositions sur les achats responsables. Si on revient un petit peu sur la slide d'avant où je vous ai montré la démarche engagée par la direction, il y a eu un brainstorming avec plein d'idées. Donc après, il faut prioriser. Donc là, il y a des idées qui ont été proposées sur 2023-2024, vraiment que pour la population achat. Je vais vous présenter juste après. Alors, ce n'est pas une initiative, mais j'ai noté embauche de personnes dédiées pour piloter les achats responsables. Ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'il y a une personne qui était notre point relais pour travailler et inculquer des initiatives et une démarche. Et cette personne n'a pas pu prendre ce sujet comme elle le souhaitait. Du coup, ça a un petit peu stagné. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre quelqu'un qui est arrivé début avril et qui va rester 18 mois avec nous. Ça va lui permettre de réfléchir, de questionner en interne, en externe, d'identifier des chantiers, parce que les achats RSE, pour changer les mentalités et avoir des résultats, ça prend beaucoup de temps. Donc, on voulait garder une certaine continuité. Donc, c'est vrai qu'il faut, si vous voulez aller dans cette démarche d'achat responsable, il faut que ce soit une personne vraiment dédiée qui pilote ce sujet, et ça ne peut pas être réparti sur plusieurs personnes parce que ce ne sera pas pertinent. Une autre initiative qu'on a lancée, c'était revoir nos contrats. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après, avec l'ajout d'une clause RSE pertinente et pas une clause pour faire bien, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas expliquer aux fournisseurs et surtout dont on ne peut pas mesurer l'impact. Et la 7e initiative qu'on a mise en place, c'était créer des outils pour piloter l'empreinte RSE de l'entreprise et des fournisseurs et pas uniquement se restreindre à quel est votre score de l'enquête EcoVadis, qu'est-ce que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui n'adhèrent pas à cette démarche parce que c'est payant. Et quand on a aussi ou pour d'autres raisons, mais quand on a des sociétés de petite taille,
comme c'est le cas dans notre bassin, en tout cas dans nos fournisseurs sur Rhône-Alpes, c'est quelque chose qu'on ne leur demande pas, donc on doit être capable de mesurer l'empreinte RSE autrement sans que ça leur coûte. Donc, je vais détailler les différentes initiatives que je viens de vous présenter. Donc, la première, c'était My Voice Supplier. Donc là, je vais juste aller sur la slide achat responsable et durable. Donc, on avait posé des questions. Donc, c'était anonyme, le questionnaire, ce qui permettait vraiment aux fournisseurs d'avoir une liberté d'expression, une liberté de parole. Et voilà, parce que souvent, quand c'est nominatif, on a moins de répondants. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment avoir un taux de répondants important pour pouvoir ensuite exploiter les réponses dans le but de nous améliorer. Donc là, on leur avait demandé, pensez-vous qu'Alat a une forte conscience des sujets sociaux et environnementaux et prend les mesures appropriées pour y faire face? Et on avait plutôt un taux, donc 72% qui étaient d'accord, 9% tout à fait d'accord, ce qui nous donnait un taux de satisfaction de 82%, qui était très bien. Et voilà, donc la démarche RSE lancée par Alat autour de trois piliers, social, sociétal, environnemental, et notre bilan carbone qu'on communique. Et là, on retrouve les engagements d'Air Liquide qui sont disponibles pour tout le monde. Par contre, on leur avait demandé si nous, on a des objectifs de progrès, on a des objectifs dans nos parts variables, au niveau des acheteurs, au niveau du comité de direction, au niveau des autres métiers. Et on leur demandait s'ils pensaient pouvoir nous aider pour qu'on puisse travailler ensemble. Et la réponse, c'était 46% ne savaient pas comment faire pour aller dans cette démarche-là. Et on a donc créé une table ronde, achat responsable, pour voir comment ensemble, on pouvait partager les bonnes actions. Et là, on avait sorti un petit peu des verbatim qui disent on est dans une démarche RSE, on essaie de la faire vivre. Tiens, vous pourriez travailler sur les emballages réutilisables. Voilà, donc on avait laissé aussi aux fournisseurs la possibilité de pas uniquement répondre de façon statistique, mais aussi de nous faire part de leur ressenti qui permet de rendre aussi l'enquête plus humaine, plus exploitable derrière. Donc le Supplier Day, donc je vous en ai parlé. Donc c'est 6 mois de préparation quand même. J'avais lancé ça en team building avec l'équipe pour avoir un sujet pas uniquement négocié, contractualisé, etc., mais avoir un sujet un peu fédérateur. Et l'idée de ce Supplier Day est venue. Et voilà, donc là, c'était de vous montrer un petit peu l'atelier achat responsable qui avait nécessité aussi beaucoup de travail, des binômes. Les acheteurs ont travaillé en binôme. Et puis, j'avais fait intervenir aussi soit quelqu'un de la technique à cette table ronde, soit quelqu'un de la qualité fournisseur pour avoir aussi des regards croisés. Ça permet d'avoir des points de vue différents et que les débats soient beaucoup plus animés. Donc là, c'était juste 1 heure pour travailler un petit peu sur cette thématique-là. Et on avait 4 fournisseurs, donc c'était un groupe de 8 personnes. Donc là, on représentait un petit peu les thématiques avec l'environnement, plutôt un focus sur le recyclage, la partie sociale, emploi local, favorisation du handicap, et puis la partie plutôt économique avec transparence des paiements, partage, etc. Donc, on voulait les faire réfléchir un peu sur l'environnement avec des chiffres. Voilà, parce que ce qui est important, c'est de donner aussi, de savoir d'où on vient, faire un constat et donner des projections en rappelant les objectifs qui ne sont pas uniquement ceux d'Air Liquide, mais qui sont ceux des entreprises en France, en Europe. Voilà, donc 55% de CO2 en moins en 2030, nous 33% pour Air Liquide, objectif 0% d'émissions carbone en 2050. Et Air Liquide s'aligne aussi en 2050 avec le même objectif. Et puis voilà, les acheteurs avaient rappelé une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc c'est travailler maintenant pour le futur. Voilà, c'était pour faire réagir aussi, faire une prise de conscience un peu pour les différents intervenants. Et puis la partie économique également. On avait aussi voulu réfléchir un petit peu sur la politique achat relation fournisseur avec ce qui était en place et puis ce qu'on voulait développer.
Donc, sur la partie achat responsable, alors nous, l'avantage, dans la BU dans laquelle je travaille, on achète de la mécanique, de l'électronique et puis des composants pour fabriquer des cagoules, donc du tissu, des visières. Et on a des fournisseurs en mécanique qui sont très locaux, qui sont autour du bassin grenoblois. Donc, on va dire que c'est plus facile d'avoir un bon résultat. Mais l'objectif, c'est vraiment de voir comment réussir à travailler avec des fournisseurs de proximité, des fournisseurs du coup où la relation, on se connaît davantage, il y a une relation de confiance qui se crée, donc qui est très importante. On a aussi dans nos audits, on a rajouté des exigences RSE, donc on ne travaille pas uniquement sur la qualité, sur la charge capacité, sur la gestion des ERP, mais on travaille aussi sur la gestion des obsolescences. Donc ça, c'est surtout dans l'électronique. Et puis, ce qu'on voulait mettre en place, c'était donc nos idées, un module RSE, un système de calcul du bilan, des actions de réduction aussi de nos déchets, de nos émissions. Donc ça, c'était des choses qu'on avait identifiées avant l'atelier avec les fournisseurs et qu'on est en train de déployer. Donc ça, c'était un petit peu de reprendre le cycle de fin de vie, le cycle de vie plutôt de où est-ce qu'on peut agir. En fait, on se rend compte qu'on peut agir sur toutes les étapes de fabrication d'un produit. Ça, c'est ce qu'on avait voulu partager avec les fournisseurs. Donc, l'utilisation qu'on en fait, la distribution, le transport, la façon dont on conditionne nos composants ou la façon dont on les achète. Donc ça, c'est un petit focus sur la partie emballage. Peut-être que vous avez des caisses navettes en place avec vos fournisseurs. La façon de fabriquer, de produire, où est-ce que j'achète mes matières premières également. L'autre initiative, c'était la proposition des achats RSE. Donc là, alors c'est beaucoup d'actions. Il y avait 12 actions qui ont été identifiées en janvier 2023 et qui ont été proposées aux différentes business units avec, alors du coup, 4 thèmes. Des actions, des décisions, est-ce qu'on le fait en 2023, est-ce qu'on le fait en 2024 ou plus tard, et qui va être le leader. Donc, le leader, on revient un peu à notre thème de sponsor et de relais, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les thèmes qui ont été identifiés, c'était embarquer les fournisseurs existants, donc identifiés comme stratégiques ou potentiels. Ce qui ne veut pas dire qu'on met les autres fournisseurs de côté. S'il y a des idées, des initiatives, on va travailler avec eux, mais on a plutôt mis l'accent sur ces fournisseurs avec qui on a soit un chiffre d'affaires important, soit ils sont critiques dans notre façon d'acheter. Et du coup, sur ce thème-là, il y avait 4 actions. Donc, travailler sur la démarche RSE avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'agenda des revues qu'on a avec nos fournisseurs. 1 à 2 fois par an, on va faire une revue opérationnelle et puis une revue de fin d'année. Donc, on a rajouté à l'agenda un point sur la RSE. Avez-vous des actions? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez démarré? Est-ce que vous le faites l'année prochaine? Voilà. Avant, on était uniquement sur le chiffre d'affaires, la non-qualité, les retards. Et voilà, du coup, on a rajouté ce point-là dans les revues opérationnelles avec les fournisseurs. On demande maintenant un bilan des émissions de gaz à effet de serre de nos fournisseurs, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous ai parlé un petit peu de l'éco-conception. Donc ça, c'est quelque chose que l'on veut faire, mais on n'a pas démarré. Et puis, de travailler sur la performance RSE dans l'évaluation de la performance fournisseur. Vous verrez en fin de présentation dans notre BU, on a commencé à mettre en place un outil, mais qui sera probablement utilisé plutôt sur 2024. Le deuxième thème, c'est tenir compte de la stratégie bas carbone dans la sélection des futurs fournisseurs, stratégiques ou potentiels. Aujourd'hui, alors d'expérience, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais acheteur, on n'avait pas de critères RSE dans le choix de nos fournisseurs. On allait regarder la présentation, on allait regarder la partie juridique, on allait regarder le prix, l'expertise technique, les références clients qu'on avait. Et la seule mention RSE, c'était est-ce que le fournisseur est ISO 14001 ? Oui, non. Et puis, on mettait 2 points, s'il était ISO 14001, mais il n'y avait pas vraiment de critères rédhibitoires ou éliminatoires. Là, ce que l'on souhaite, c'est vraiment
avoir un critère RSE qui soit un critère de choix. Peut-être qu'à la fin, on ne prendra pas forcément ce fournisseur, mais qu'on ait une vraie réflexion, qu'on prenne du temps pour mesurer les impacts du choix de tel ou tel fournisseur, pas à court terme, mais à moyen terme. Donc, c'est vraiment une autre façon de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a une sensibilisation, de prise de conscience qui est importante et que ça va prendre du temps parce qu'aujourd'hui, en général, on va regarder la partie TCO, la partie financière et on met malheureusement de côté le critère RSE. Donc, si le critère RSE est déjà dans le choix communiqué en phase d'appel d'offres, les fournisseurs savent qu'ils vont aussi être évalués et choisis sur ce critère. Et c'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus. Le troisième thème pour les cases A7 à 8, c'est tenir compte de la stratégie bas carbone dans le choix des schémas industriels, des analyses make or buy ou des stratégies de catégorie. Si je reprends mon exemple, dans ma stratégie achat mécanique, achat électronique, achat équipement industriel, quel schéma industriel je prends. Et vous verrez après, on a créé un outil make or buy qui va nous permettre de faire le meilleur choix. Et on a rajouté un critère RSE qui n'existait pas encore l'année dernière. Et puis le dernier thème, qui est un thème qui est important, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est informer, sensibiliser, former aux achats responsables. On s'est rendu compte que dans notre population, alors sur Air Liquide, on a une 50aine d'acheteurs approvisionneurs. Très peu étaient, toute moyenne, tout âge confondu, ça va de 25 ans à 50, 60 ans. En fait, les personnes étaient peu sensibles. Scope 1, 2, 3, c'était pas clair. La partie achat responsable, c'était que l'environnement, alors qu'en fait, on a vu qu'il y avait aussi la partie sociale, sociétale. Donc c'était important de former, d'informer. Et je vous disais tout à l'heure, d'avoir des relais, donc d'avoir des relais dans chacune des BU, ce qui est notre cas chez nous, mais ça pourrait être dans vos différents départements, à la compta, au marketing, à l'informatique, à la douane, par exemple, d'avoir des relais pour partager des expériences, de fixer des objectifs. Aujourd'hui, les acheteurs, ils sont objectivés sur les réductions de coûts. Alors, pas uniquement, mais il y a d'autres objectifs aussi qualitatifs, mais c'était pourquoi pas, fixer un objectif de coût CO2 évité, peut-être en travaillant sur un mode de transport différent ou sur de l'emballage retournable. Voilà, donc ça, c'était une idée plutôt pour 2024. Et puis de présenter ce que sont les achats responsables. C'est ce qui a eu lieu il y a quelques mois avec une personne qui est venue de Paris pour former les acheteurs, de mettre un début de vernis pour leur permettre ensuite d'expliquer et de commencer à travailler avec les partenaires. Voilà, donc ça, ce sont des propositions qui ont été faites en début d'année et qui nous permettent, moi, après, à mon niveau, de travailler sur une feuille de route achat responsable sur les 2-3 prochaines années, de fixer aussi des objectifs aux acheteurs, j'en ai également, pour que ça rentre en fait dans nos mœurs. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas d'objectif, la démarche, elle ne va pas être suivie, il n'y aura pas d'accompagnement. Alors que là, en travaillant sur un de ces 4 thèmes et avoir 4 actions, finalement, ça va permettre d'avoir une dynamique avec des acteurs différents. Il y a aussi d'autres, là je vous ai présenté les achats, mais il y avait des actions sur l'énergie, sur les déplacements. Donc ça permet aussi que finalement toute l'entreprise travaille sur la partie RSE. Notre initiative, elle concerne les outils et les contrats. Alors j'ai dit que c'était pour mieux piloter. Ça permet les outils, je reviens un petit peu sur la partie RFI. Donc, RFI, dans le cas des appels d'offres, c'est Request for Information. Donc, c'est avant de lancer une consultation, on va demander un certain nombre de documents à nos fournisseurs et pour faire, une première analyse. Et puis après, on va lancer ce qu'on appelle un RFQ. C'est une Request for Quotation, ce qui va nous permettre ensuite de faire une analyse, une shortlist, des soutenances et un choix de prestataire pour une prestation donnée. Dans nos RFI, il n'y avait nulle part mention de critères RSE ou de questionnement ou auprès des fournisseurs. Donc, on a adapté nos documents. On a travaillé sur un outil make or buy
et aussi sur une matrice de risque RSE, que je vais vous présenter juste après. Et puis sur la partie contrat, je vous en ai parlé tout à l'heure, de rajouter une clause RSE. Et puis les Golden Rules, là, elles sont proposées, suggérées par Air Liquide à Paris. Et les BU ont l'initiative de les déployer ou pas sur leur site. C'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Donc le RFI, voilà, donc certaines suggestions sont couvertes par des questionnaires qui ne sont pas encore intégrés dans le processus S1. Le processus S1, c'est le processus achat global pour ALAT, mais il y avait des choses qui étaient à Paris, dont on n'était pas informé. Et du coup, voilà, on a rajouté des éléments. Donc, vous voyez un tableau avec la partie appel d'offres, la partie RFI, où on retrouve un certain nombre de questions. Par exemple, calculez-vous votre empreinte? Avez-vous des normes? Avez-vous quelqu'un au sein de vos structures qui travaille sur les achats responsables? Avez-vous des plans d'action? Avez-vous des outils? Voilà, donc toutes les questions que nous nous sommes posées, on les pose également aux fournisseurs, ce qui va permettre après peut-être de trouver des synergies ou de voir que là, il est très, très en avance et moi, je ne sais pas comment travailler sur tel thème. Peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que l'on envoie maintenant systématiquement à nos fournisseurs dans le cadre des appels d'offres. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup chez Air Liquide. Je vous ai parlé du coup de la matrice des risques RSE. Donc ça, c'est ce qu'on vient de démarrer dans l'ABU il y a quelques mois. On voulait connaître notre impact des risques de proximité sur les achats responsables. Donc, il y avait la proximité géographique. Voilà, donc c'est est-ce que j'achète en Rhône-Alpes, est-ce que j'achète en Chine, par exemple. Une proximité sociale, environnementale, éthique, et puis institution également avec un niveau de risque. Donc là, vous avez un petit peu les critères qui nous permettent ensuite de donner une notation. Donc, la difficulté, c'est de trouver des critères pertinents et pas trop nombreux, parce que si on veut le faire sur 5 fournisseurs, puis 10, puis 20, pour connaître finalement la matrice des risques RSE de notre portefeuille, il faut pas trop de critères pour commencer. Donc, en termes de proximité géographique, on a 2 critères. Donc, le premier critère, c'est la distance parcourue selon la fréquence de commande. L'idée derrière, c'est si par exemple un fournisseur nous livre toutes les semaines, peut-être qu'il pourrait livrer tous les mois, ou au contraire, s'il livre et qu'il a plusieurs points de livraison parce qu'il a des clients qui sont à proximité, peut-être qu'on peut regrouper les livraisons. Et puis le deuxième critère, c'était l'estimation d'émissions CO2 rejetées pour connaître finalement le bilan carbone de notre fournisseur sur l'année. La proximité institutionnelle, c'était la conformité réglementaire et puis les certifications que le fournisseur peut avoir ou qu'il a décidé d'acquérir cette année ou l'année prochaine. La proximité éthique, donc là, c'est la note EcoVadis qui est communiquée. Et puis, on souhaitait savoir aussi si nos fournisseurs, est-ce qu'ils ont une charte éthique, est-ce qu'ils ont un code de conduite différent d'un règlement intérieur, mais est-ce qu'ils travaillent sur l'éthique dans leur entreprise. La proximité environnementale, donc là, c'était aussi la note EcoVadis environnement, et puis les émissions gaz à effet de serre liées à la production des composants pour nous. Et puis la partie proximité sociétale, c'était pareil, une note EcoVadis, et puis le taux de parité homme-femme, par exemple, ou est-ce qu'ils vont faire appel à des ESAT, établissements protégés ou pas. Et toutes ces notes, du coup, vont donner une notation globale et vont permettre d'avoir la matrice des risques RSE de nos fournisseurs. Et du coup, la personne qui a mis en place cet outil, je lui ai demandé de faire la même chose pour notre business unit. Quelle est notre matrice des risques RSE pour pouvoir avoir se comparer ou avoir un référentiel et identifier aussi dans notre business unit des points d'amélioration qui seront ensuite partagés avec la partie transport pour la proximité géographique, avec le département qualité HSE pour la partie institutionnelle et puis environnementale, avec les RH pour la partie proximité sociale et puis la proximité éthique également. Donc le point, c'était aussi l'outil Make or Buy. Donc là, je vous ai juste présenté la fin de notre outil, mais les premières questions
pour arriver à une pondération de 100, c'est la partie RH, difficulté ou pas à trouver la ressource. Est-ce que la partie business, est-ce que c'est dans notre cœur de métier, on veut garder l'activité chez nous, est-ce qu'on veut la sous-traiter? Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que le client nous impose de fabriquer, je ne sais pas, 30% en Inde, par exemple? Voilà. Et du coup, on a rajouté des questions sur la RSE qu'on a pondéré à 10%, l'impact carbone du make or buy, et puis la localisation du marché fournisseur. Est-ce que c'est français, Europe ou hors Europe? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Et là, dans les projets, quand on répond à des appels d'offres, on démarre l'utilisation de cet outil, pareil, qui est récent. On a commencé à démarrer dessus en septembre dernier et on a rajouté cette clause RSE début d'année et on s'en sert pour piloter la façon dont nous achetons. Je vous ai parlé aussi comme autre outil, alors l'outil contractuel avec une clause RSE. Donc là, on a travaillé, alors il y a 2 noms de personnes, on a travaillé avec un juriste et puis avec un contract manager. Le juriste, il va rester très théorique, ce qui va être, par exemple, obligation de résultat, pénalité, tribunal, force majeure, etc. Et le contract manager, lui, il va essayer de donner une tournure opérationnelle au contrat en se disant, ben voilà, s'il se passe ça ou ça, est-ce que le contrat va couvrir des situations qui ne peuvent pas être gérées par un juriste, mais où les 2 parties peuvent trouver un accord. Donc là, on regardait aussi les clauses RSE chez nos clients, voilà, pour savoir de quelle façon elles sont rédigées, savoir comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Et puis, on a des golden rules qui sont proposées par le groupe. Nos clauses avant, elles étaient rédigées de la façon suivante. Si le fournisseur a telle note EcoVadis, je ne sais pas, entre 10 et 15, il aura tel score, 15 et 30, il aura tel score, etc. Et c'était tout. Donc, ce n'était pas incitatif, on n'encourageait pas l'initiative en fait, des fournisseurs. Donc, on a essayé d'écrire une clause qui soit un petit peu plus pertinente pour ensuite la proposer aux fournisseurs. Voilà, pour que ce ne soit pas juste un paragraphe dans un contrat, mais que c'est du sens. L'idée, c'est de donner vraiment du sens pour nous et pour nos partenaires pour qu'on puisse s'inscrire dans une démarche commune. Voilà, donc ça, c'est une clause qui est en cours de rédaction et qui devrait être validée dans les prochaines semaines. Je vous parlais, du coup, c'est ma dernière partie, c'est d'impliquer les parties prenantes avec une démarche collaborative. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'impliquer les fournisseurs auprès de thématiques communes, des thématiques qui leur sont personnelles, en se disant que s'ils travaillent déjà sur ces thématiques dans leur entreprise, dans leur quotidien, ce sera d'autant plus facile de les adhérer à notre projet parce que ça prend du temps, c'est-à-dire qu'ils sont déjà occupés, par exemple, s'ils travaillent sur l'emballage, ils vont déjà être occupés à traiter leur propre emballage chez eux. Donc, pourquoi le faire pour nous? Pourquoi le faire avec nous? Donc, l'idée, c'est la base du volontariat, d'où l'importance des relations de confiance sur le long terme avec nos partenaires. Et puis, le partage, du coup, d'expériences, de bonnes pratiques. Là, on a un fournisseur, par exemple, en mécanique. On est allé le visiter il y a quelques mois. Il a travaillé sur le bien-être auprès de ses collaborateurs. Et du coup, entre midi et 2, il propose des temps de repos, des temps de relaxation. Voilà. Puis, il a travaillé sur ce volet-là. Donc, c'est quelque chose dont il est très fier et qui participe finalement de la culture RSE sur la partie sociale. Une autre façon d'impliquer, donc c'est surtout pour les achats, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est d'impliquer les acheteurs. Parce que finalement, cette stratégie achat, elle va être portée par les acheteurs qui vont finalement être les relais et travailler après avec les autres métiers. Ce qui est important, vous savez, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Donc, c'est l'importance de la communication. On a vu que finalement, dans les 12 petites thématiques, il y avait peu d'informations, peu de sensibilisation. Donc, c'est quand on a des actions, quand on prend des actions, c'est de communiquer. Alors, moi, je proposais par des flashs mensuels, une lettre des achats responsables, par exemple, des flashs BU. Tous les mois, dans notre BU, on a un flash
qui reprend un peu l'actualité ou un contrat gagné ou voilà, un audit, des choses comme ça, de faire un petit focus pour la BU, d'utiliser aussi les autres supports de communication plus groupe. Chez Alat, on a une communication qui part toutes les semaines, qui est envoyée à tout Alat et tout Air Liquide. Et il y avait une communication sur le Supplier Day post-événement pour expliquer ce qu'on avait fait, pour donner aussi envie aux autres, soit de lire ce qui avait été fait, soit de s'en inspirer pour donner des idées. Et puis de communiquer vers les fournisseurs. Ça, c'est aussi très important parce que comme on les sollicite, là, par exemple, dans le Post-Supplier Day, on les avait sollicités pour répondre à l'enquête. On leur a dit qu'on allait choisir des thèmes, 4 thèmes. C'est de revenir vers eux, de leur dire, voilà, on a choisi ça, on aimerait travailler avec vous. Parce que sinon, ils vont dire, Air Liquide, vous êtes gentils, ce sont que des paroles, mais où sont les actions concrètes? Donc, c'est vraiment important de communiquer vers les fournisseurs. Voilà, ça fait aussi, c'est un partenariat ensemble pour continuer à avoir leurs idées, leurs inputs et pouvoir continuer à travailler pour les clients. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement un cas très concret que vous avez peut-être démarré chez vous ou dont vous pourriez vous inspirer. Quand on a fait notre atelier achat responsable, il y avait plusieurs idées qui ont été proposées et on a choisi le thème de la gestion des emballages. Donc, l'objectif, c'était donc de récolter des informations sur les emballages spécifiques à la BU, carton, plastique, etc., de faire un diagnostic et de dire quelles sont nos ambitions et de brainstormer. Donc là, on a décidé de lancer un chantier Lean en amélioration continue, donc avec une personne chez nous qui pilote ces chantiers, de travailler du coup avec la logistique qui reçoit tout ce que nous livrent nos fournisseurs, d'essayer de connaître le taux de produits reçus, combien est-ce que cela fait de déchets, etc. Et après, d'avoir une démarche pour cadrer, définir des livrables, un planning, qui va travailler sur ce chantier et un budget aussi, voilà, combien ça va coûter de travailler et puis quel est le ROI possible. Après, j'en ai peu parlé, mais c'est vrai que souvent, dans les achats responsables, il y a quelques années en arrière, on ne voulait pas se lancer dans cette démarche parce que les achats responsables, ça coûte. L'énergie, ça coûte plus cher. Acheter du coton, ça coûte plus cher si on pense aux vêtements. Mais voilà, après, c'est d'expliquer que on ne cherche pas un retour sur investissement quand on travaille sur les achats responsables. On cherche plutôt des valeurs, plutôt donner du sens. Et au final, on va se rendre compte que ça ne coûte pas plus cher, au contraire, puisqu'il faut regarder le coût global et que c'est finalement tous les acteurs ensemble qui vont travailler sur une démarche plus responsable, que ça va coûter moins cher et surtout que ça sera plus respectueux de l'environnement. Donc là, on a démarré ce chantier début avril avec les fournisseurs et fin septembre, on doit faire une restitution des initiatives lancées. Alors on pense actuellement aux caisses navettes et à l'emballage retournable. Voilà, ça, c'est des pistes qui ont été identifiées avec les 4 partenaires avec lesquels on travaille actuellement. J'ai pas de slide de conclusion, mais le message qu'il faut retenir, c'est que c'est certainement pas un effet de mode, c'est vraiment une démarche construite. C'est important de structurer cette démarche, de prendre son temps pour la construire, de se mettre un peu des paliers, des jalons, de se dire qu'on ne pourra pas tout faire d'un coup, donc de prendre quelques thématiques. Moi, j'en ai proposé 7, mais de prendre quelques thématiques, de les mener jusqu'à leur terme pour avoir des résultats, de continuer sur ces résultats-là et puis de rajouter une autre thématique, l'importance de communiquer aussi sur ce qui est fait en interne, en externe, pour qu'il y ait une prise de conscience et que ce soit finalement une démarche d'entreprise et pas une démarche qui se réduit juste à un service. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci Anne-Sophie. Très intéressant. Alors, je vais peut-être lancer la première question quand vous dites avoir un sponsor et par exemple le directeur général. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le directeur général chez vous ou le directeur RSE
d'action pour être sponsor? Alors, là où il est intervenu, c'est lors du Supplier Day. On avait du coup invité nos 20 fournisseurs et il a fait une introduction pour présenter effectivement l'entreprise, nos activités, mais il a repris un petit peu la démarche RSE qui était portée par Air Liquide en insistant sur l'engagement que prenait le groupe et en incitant les fournisseurs à travailler avec notre BU. Donc, il a passé un message qui a été du coup entendu par les fournisseurs et nous avions le même message et donc ils voyaient une cohérence. Donc, l'important, c'était la cohérence et l'engagement qu'il y avait finalement du haut jusqu'en bas de la chaîne. Un peu une exemplarité sur ce Exactement. qui est demandé. Voilà, exactement. C'est faire preuve d'exemplarité, tout à fait. J'aurais une question, s'il vous plaît, là, dans le prolongement de la question de Valérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre Supplier Day? Oui, bien sûr. Alors, le Supplier Day, donc, on avait décidé d'inviter donc des fournisseurs qui couvraient un petit peu toutes nos thématiques, donc mécanique, électronique, équipement industriel. Donc là, on va retrouver le tissu, les visières, et aussi des fournisseurs avec qui on est en phase projet. Donc, on a invité forcément des sociétés qui sont concurrentes en mécanique ou en électronique. Donc, on avait mixé un petit peu les groupes, c'est-à-dire que pour les visites ou lors des ateliers de table ronde, les fournisseurs n'étaient pas forcément ensemble. L'idée, c'était qu'ils se connaissent, qu'ils nous connaissent, qu'ils connaissent nos types de production, parce que avec le Covid, ça avait été interdit, enfin plus autorisé. Donc en fait, on voulait utiliser cette journée d'échange pour voir aussi ce qu'ils fabriquent, où est-ce que c'est monté en production, qui discutent aussi avec des opérateurs. Donc l'idée, voilà, c'était de créer vraiment une relation de partenaire et d'enlever un peu des barrières qui avaient pu être mises avec le Covid. Donc c'est quelque chose qui a été apprécié par les fournisseurs et ce qu'ils ont préféré, c'était des tables rondes. C'est-à-dire que alors, ils ont bien aimé visiter le site, mais ce qu'ils ont vraiment préféré, c'était ces temps d'échange et de partage. Voilà, parce que en général, le fournisseur ne discute qu'avec son acheteur, quelque part. Et voilà, donc là, c'était vraiment d'avoir pu créer cette dynamique d'échange qui a vraiment été très appréciée et qu'on souhaite du coup. Alors, on ne va pas refaire de ce période cette année parce que c'est quand même beaucoup de travail. Par contre, on va relancer My Voice Supplier avec les mêmes questions. On va ouvrir un petit peu au niveau du panel des personnes interrogées pour voir, voilà, est-ce que cette année, on a progressé sur certains sujets, est-ce qu'on a régressé sur d'autres, et on refera un Supplier Day en 2024 avec les mêmes fournisseurs, et puis on va ouvrir un petit peu, parce qu'on pense que c'est très important de garder ce lien. Là, par exemple, à l'heure où je vous parle, je vais y aller juste après, on a un Supplier Day sur un projet qu'on a gagné avec l'armée, où on a invité 8 fournisseurs. Et donc, pareil, ils sont en visite de production. Il y aura un temps de questions-réponses. Voilà, et ça permet de bien se connaître, de créer du lien et de partager une vision commune. Voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et ça un peu dur au départ de convaincre le patron de BU, mais bon, après, il a vu, il était acquis à la cause. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous avez la possibilité de faire ça, c'est vraiment source, ça prend du temps, mais c'est source de création de valeur et d'enrichissement personnel aussi. Voilà. Merci. Merci Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, si tu veux bien, Valérie, Bonjour Paul. j'aurais une question à poser. Bonjour à tous, bonjour Henri, bonjour Madame Faucon, bravo pour cette présentation. J'ai appris plein de nouvelles choses. Tant Donc, mieux. moi, au sein de la FQP, je m'occupe du club énergie Oui. et aussi, de par ma vie professionnelle à l'AFNOR, je me suis beaucoup occupée d'ISO 45000 et de QVT. Oui. Alors, je me suis permis de poser une question en ligne. Ma première question, elle touche à l'énergie. J'ai vu que vous avez, voilà, touché une petite touche d'énergie avec dans les questionnements et dans l'intérêt pour susciter l'intérêt. Et je me permettrai une petite suggestion. En fait, ça y est, la directive européenne arrive, la nouvelle sur l'efficacité énergétique, et elle va cibler nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos prestataires, les PME, en leur imposant un audit énergétique obligatoire et ou l'ISO 50001. Donc, ma suggestion, ma question, c'était plutôt,
ça ne serait pas plutôt intéressant de surfer pendant les 2 prochaines années les aides dont vont bénéficier vos fournisseurs pour leur en faire bénéficier, leur faire savoir les aides de l'association AT2E avec une prime de 40 000 € lorsqu'ils sont certifiés ISO 50 000, voyez-vous, plutôt que d'aller taper dans d'autres questions centrales, mais profiter de cette vague où à la fois la France et l'Union européenne, vous voyez, aident les PME à poursuivre leur démarche, alors bilan carbone et efficacité énergétique. D'accord. Voilà, c'est à la fois une remarque et voilà. Et puis la QVT, j'aime beaucoup la QVT, Henri partage ça avec moi. Eh bien, la QVT, il faut faire attention, il peut y avoir un effet bling-bling. Et ou greenwashing, si j'étais à l'ADEME, je vous dirais ça. Cet effet bling-bling, eh ben, c'est justement ces zones de relaxation. Peut-être fixer 2 ou 3 critères plus sérieux, qui vont plus vers les TMS, qui vont plus vers, vous voyez, la santé et la sécurité au travail. Voilà, juste, excusez-moi. Merci pour votre intervention. C'était super ce que j'ai appris. Merci, Paul. D'autres questions, Anne-Sophie? Comment ça se passe, les achats responsables dans vos entreprises respectives? Je pense à Cote, par exemple, ou à Impex, ou à Maviflex. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que ce sont déjà des thématiques sur lesquelles vous travaillez? Voilà, si vous pouvez partager aussi avec nous vos bonnes pratiques. Oui, bonjour Florent Côte. Donc moi, je suis responsable achat au sein de la société Côte. Et en effet, la RSE prend de plus en plus d'importance dans nos choix parce que déjà sur les appels d'offres sur lesquels nous répondons, on est évalué en tout cas sur ces points-là. Donc, de plus en plus, on met en place certaines actions au sein de la société pour répondre à ces demandes et ça nous tire aussi vers le haut puisque toutes ces actions qu'on essaye de mettre en place, on essaye de les rétrocéder à nos plus petits sous-traitants. Donc, c'est vraiment un effet de cercle vertueux. Voilà ce que j'avais un petit peu à dire. Et en termes d'action, on agit aussi bien sur la proximité de nos sous-traitants que sur les bilans carbone aussi qu'on peut récupérer auprès de nos gros fournisseurs. Pour l'instant, on est plus dans la récupération de données de nos fournisseurs. Et à terme, voilà, pour les évaluer. Merci. Chez Maviflex? Bonjour. Chez nous, c'est pas structuré, c'est les balbutiements. On démarre aussi on va dire la formalisation de notre démarche RSE. Donc, la partie achat, pour l'instant, n'est pas organisée avec l'optique RSE à 100%. Néanmoins, on a des choses en place, comme d'essayer d'avoir des fournisseurs locaux dès que c'est possible. Donc, d'être sur du local, par exemple. Mais on a, nous, par rapport à notre type d'achat, des freins, j'entendais parler de caisses navettes, de choses comme ça, pas toujours évident. On a mis en place un Kanban pour de la visserie, par exemple, pour éviter effectivement multiplier des livraisons, des emballages, des choses comme ça. Mais c'est encore les balbutiements. Par contre, on commence à être challengé par les clients sur les questionnaires RSE, nous, quand on postule. Donc, et sur tous les volets, également la partie achat. Donc, de toute façon, on va y aller, on va se structurer de plus en plus. Ok, merci. Par exemple, chez Impex, Harold? Ah, non, j'ai personne. Bon, écoutez,
Problème de micro. Oui, problème de micro. Alors, je ne suis pas sûre que Marie Cellier, ce soit vous. C'est Envisol qui est derrière ce nom-là? Marie? Ah, personne non plus. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, bah aussi, pas de chance aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions, il me reste à remercier vraiment beaucoup Anne-Sophie pour cette belle présentation, parce que je crois que ça nous a amené plein d'idées pour pouvoir mettre en place les achats responsables dans les entreprises respectives. Donc, je vous remercie tous. Et puis, au nom de la FQP Aura, je vous souhaite un bel été et je vous dis à la rentrée. Merci à tous. Merci beaucoup. Anne-Sophie pour votre présentation qui était très, très intéressante. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.